La moelle épinière communique avec la périphérie par 31 paires de nerfs rachidiens. Le but de ce cours est de savoir que c'est grâce aux expériences de Bell, Magendie et Waller qu'on sait aujourd'hui que les racines rachidiennes possèdent une dualité fonctionnelle. Ça veut dire qu'elle assure l'innervation tant sensitive que motrice. Et on connaît aussi la situation des corps cellulaires. On va commencer par les expériences de Bell-Magendie. Ce sont des expériences de section-stimulation. Il est à noter que lorsqu'on sectionne une racine, le bout central présente le bout lié à la moelle épinière et le bout périphérique présente le bout lié à la périphérie. Ces deux grands chercheurs font leur expérience sur un animal spinal. Ils ont remarqué que lorsqu'on sectionne la racine ventrale, puis on stimule le bout central, aucune réponse n'est observée. Par contre, si on stimule le bout périphérique, on observe une contraction rapide. C'est comme ça qu'on a déduit que la racine antérieure est efférente motrice. Parce que l'influx nerveux vient des centres nerveux vers la périphérie. Maintenant, si on sectionne la racine dorsale, puis on stimule le bout central, on remarque une contraction un peu tardive. Par contre, si on stimule le bout périphérique, aucune réponse n'est observée. De là, on a déduit la direction de l'influx nerveux. Et on a conclu que la racine dorsale est afférente sensitive. La loi de Waller dit que tout prolongement nerveux séparé de soma dont il dépend dégénère. Basant sur cette loi, on peut déduire la situation des corps cellulaires. Lorsque Waller sectionne le nerf spinal, la partie périphérique du nerf a dégénéré. Après, il a fait des sections successives au niveau de la racine ventrale. À chaque fois, il s'approche à la moelle épinière, c'est la partie périphérique qui dégénère. Donc, il a conclu que le corps cellulaire de la racine ventrale se trouve au niveau de la moelle épinière. Par contre, au niveau de la racine dorsale, il a remarqué que lorsqu'il a fait des sections du côté droit par rapport au ganglion, la partie périphérique a dégénéré. Et lorsqu'il a fait des sections du côté gauche par rapport au ganglion, c'est la partie centrale qui a dégénéré. De là, il a conclu que le corps cellulaire des racines dorsales se trouve dans le ganglion spinal. Il y a une exception aux lois de Bell-Magendie. Ils ont dit que la racine ventrale est efférente motrice. Mais, lorsque Waller a sectionné la racine dorsale, côté droit par rapport au ganglion, il a remarqué que certains nombres de fibres de la racine ventrale ont dégénéré. Et que la simulation de bout périphérique d'une racine ventrale sectionnée donne une sensation de douleur. On explique tout ça par la présence de fibres qui sortent de la racine dorsale, mais qui fait un demi-tour et se dirige vers la racine ventrale. C'est ce qu'on appelle des fibres récurrentes. L'origine de la sensation douloureuse au niveau de la racine ventrale est la simulation de la racine ventrale elle-même, ou bien de la simulation de bout périphérique, et non pas de la périphérie. La loi de Bell-Magendie dit que la racine dorsale est sensitive afférente et la racine ventrale est motrice efférente. L'exception de la loi de Bell-Magendie dit que la racine ventrale possède des fibres récurrentes qui assurent son innervation sensitive. Les expériences de dégénérescence wallérienne nous permettent de déduire que le soma des racines dorsales est situé dans le ganglion spinal et le soma de la racine ventrale est situé dans la moelle épinière. Notion de métamère. Chaque racine rachidienne est responsable de l'innervation sensitive et motrice d'une partie du corps humain. Donc, l'ensemble racine rachidien, partie du corps humain innervé par cette racine, s'appelle métamère. La racine rachidienne innerve un territoire cutané et un territoire musculaire. On appelle l'ensemble racine dorsale, territoire cutané,
dermatome, et on appelle l'ensemble racine ventrale, territoire musculaire, champ radiculaire, moteur. On peut dire qu'un métamère présente l'ensemble dermatome, champ radiculaire, moteur. Notion de dermatome. Elle a été démontrée par deux méthodes. La première est la méthode de sensibilité persistante de Sherrington. Il a défini les territoires cutanés racine par racine. Il a sectionné ces racines, 3 au-dessous et 3 au-dessus. Pour bien comprendre, supposons qu'il veut définir le territoire cutané innervé par la racine postérieure du quatrième nerf thoracique. Alors, il va sectionner les 3 racines postérieures des nerfs T3, T2, T1 et les 3 racines postérieures des nerfs T5, T6, T7. Après, il commence à stimuler les zones cutanées. Les zones où il n'y aura aucune sensation ne correspondent pas à la racine étudiée. Et les zones où il y aura une sensation correspondent au territoire innervé par la racine postérieure étudiée. Il est à noter que les dermatomes adjacents se chevauchent sur une petite surface. Par exemple, si T4 innerve cette zone, T3 va innerver cette zone. Et T5 va innerver cette zone. On remarque que la majorité de la zone innervée par T4 est aussi innervée par T3 et T5. Donc, si la racine dorsale de T4 se détruit, on ne va pas perdre la sensation dans toute la zone innervée par cette racine. Et la deuxième méthode est la méthode d'hyperesthésie à la strychnine. La molécule de strychnine est très toxique. Extrait de fruits du vomique, elle augmente la sensibilité du système nerveux central. Donc, la zone la plus sensible représente la zone cutanée innervée par la racine stimulée par cette molécule. Notion de champ radiculaire moteur. La section d'une seule racine antérieure n'est pas suivie de paralysie nette. Donc, pour déduire le champ moteur, il faut faire des sections pluriradiculaires à différents niveaux. Parce qu'un muscle est innervé par plusieurs racines antérieures. Et une racine antérieure innerve plusieurs muscles. Attention, un champ radiculaire désigne l'ensemble des muscles innervés par une seule racine ventrale.